Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de relativisme absolu. Inversion complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots. Allume la science. Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Que faisiez-vous dans la matinée du 17 mars 2020 ? Bon début pour un polar, n'est-ce pas ? Pour ma part, ce matin-là, je me suis levée tôt. Avec mon compagnon et ma chienne, nous sommes partis à la mer, histoire d'emplir au maximum nos yeux d'un horizon dégagé et sans limite, avant de rentrer chez nous à midi, comme nous l'imposait le décret numéro 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Avant cela, je me souviens des premières alertes venues d'un copain complètement parano et du coup tourné complètement en dérision. Je me souviens du premier tour des municipales et d'un bureau de vote se vidant en quelques secondes après qu'une personne soit arrivée en criant « On passe au stade 4 ! On passe au stade 4 !» sans que personne ne sache évidemment ce qu'était cet hypothétique stade 4. Je me souviens de finir tard, de quitter ma collègue en nous demandant quand est-ce qu'on se reverrait. 1 mois et 25 jours. Telle fut la durée de ce premier confinement. Puis il y eut le second, 1 mois et 15 jours. Puis le troisième, 28 jours. Les couvre-feux, les visières, les masques, le gel hydroalcoolique partout et tout le temps, les écouvillons dans le nez, les autorisations de sortie, les saluts avec les coudes, les cours d'école quadrillés, les files d'attente avec 1 mètre entre chaque personne, le décompte du nombre de morts quotidiens, les concerts de casseroles, les barrières en plexi dans les bars et la règle des 6 maximum. La vaccination, le trafic de passes sanitaires, bref. Plus j'en parle, plus le temps passe et plus le souvenir de cette époque laisse place à une impression d'irréalité, au sentiment d'avoir vécu un scénario de science-fiction. Il m'arrive parfois même de me dire que quand je raconterai ça à ma fille, elle me croira pas. Sauf que il y a très peu de chances, pour ne pas dire aucune, que ma fille grandisse dans un monde sans pandémie. Les conditions ne seront pas les mêmes, la population sera sans doute mieux préparée, les pouvoirs publics anticiperont peut-être davantage, la recherche internationale sera sûrement mieux coordonnée, mais sans aucun doute, nous devrons à nouveau nous battre collectivement contre un virus. Et ce n'est pas notre invité qui va nous dire le contraire. Il est chercheur au laboratoire PCCEI, Pathogenesis and Control of Chronic and Emerging... Tu me moques de moi. Elle se moque à chaque fois que je parle en anglais. And Emerging Infection. Il publie aux éditions IG un ouvrage intitulé « Virus, la menace invisible ». Bonjour Yannick Simonin et bienvenue dans Allume la science. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous surtout pour cette lecture qui était passionnante. On a dévoré en fait ce livre la semaine dernière. Il est très accessible. Bon, par contre, comme lecture de plage... Non, on oublie, mais il est vraiment très très instructif. Alors, vous allez nous montrer dans un premier temps, dans ce livre, comment les virus et les grandes épidémies ont finalement depuis toujours marqué nos civilisations. Vous nous montrez aussi que c'est sûrement pas prêt de s'arrêter et que ça risque même de s'accélérer un peu. On en parle avec vous pendant la prochaine demi-heure. Et je serai pas seule pour ça. Et si elle était un virus, il serait foudroyant car avancer à bas bruit n'est pas son fort. Avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot. J'ai bien fait de me moquer, tiens. Bonjour tout le monde. Allume la science, vous avez le programme, on va tous se laver les mains et c'est parti. Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56... 55. Alors Yannick Simonin, pour commencer, un virus, qu'est-ce que c'est ou plutôt qu'est-ce que ce n'est pas ? Ah oui, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des virus en ce moment et en fait on les connaît pas bien. Et donc pour définir un virus, c'est souvent on utilise des termes sur que ce qui n'est pas un virus, c'est pas une bactérie, c'est pas un parasite, c'est autre chose. Alors qu'est-ce que c'est qu'un virus vraiment ? C'est une sorte d'entité microscopique qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui a besoin de parasiter obligatoirement une cellule et donc un hôte pour pouvoir se multiplier. Et donc pour cela, ça veut dire que le virus il doit rencontrer la bonne cellule et le bon hôte au bon moment pour pouvoir ensuite se multiplier à l'intérieur de cet organisme. Vous dites que c'est au croisement entre le vivant et l'inerte. C'est intéressant ça, pourquoi ? Et oui, c'est très particulier les virus dans le monde des pathogènes parce qu'en fait, à l'extérieur d'une cellule, un virus, c'est totalement inerte. Ça n'a aucune activité. C'est vraiment comme une pierre, un caillou. Il n'y a pas de métabolisme, il ne se passe strictement rien. Et ce qui est fascinant avec les virus, c'est qu'au contraire, dès qu'ils commencent à rencontrer la cellule qu'ils vont infecter, ils vont se multiplier à une vitesse astronomique. Et donc là, ils passent très rapidement d'un état complètement inerte
un état d'effervescence et d'activité qu'on rencontre nulle part ailleurs dans le monde du vivant. Et donc du coup, vivant, pas vivant, le virus, ça dépend à quel stade on le regarde en réalité. Alors justement, avant de nous infecter, ils sont dans cet état que vous qualifiez d'inerte, mais en fait, ils sont où ? Ils sont où ? C'est vrai que souvent, quand on parle de nouveaux virus, par exemple, de virus émergents, on a l'impression que c'est des virus qui apparaissent. Mais d'où ils viennent ? En fait, les virus, ils apparaissent pas, ils sont déjà présents, sauf qu'ils sont présents dans des hôtes qu'on ne connaît pas, qui sont bien souvent des animaux. Et donc, tant qu'on n'a pas eu une épidémie ou un nombre de cas de maladies non identifiées, on ne les connaît pas, ces virus. Et donc, très probablement, il y a des milliers et des milliers de virus inconnus qui circulent à la fois chez les animaux, chez les plantes, dans les insectes. Et on ne les connaît pas encore, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et donc, quand on va être confronté à un moment donné à un nouveau virus, comme on l'appelle, en fait, c'est pas un nouveau virus, c'est simplement un virus qu'on ne connaissait pas précédemment. Donc la génération spontanée des virus n'existe pas. Alors on a compris que le virus, finalement, il s'active quand il rentre dans une cellule, il se multiplie, et puis c'est le début de la pathologie. Mais est-ce qu'ils ont que des mauvais effets sur nous ? Non, pas du tout. C'est vrai qu'on parle souvent des virus qui ont des effets négatifs sur la santé. On connaît tous un grand nombre de virus différents. On est au quotidien infecté par différents types de virus, en hiver, en été, etc. Mais en réalité, les virus, ils sont également présents chez beaucoup d'autres, et dont l'être humain, sans provoquer de symptômes, et parfois en ayant même des effets bénéfiques. On peut citer par exemple les virus des bactéries, qu'on appelle les bactériophages, qui ont un rôle extrêmement important pour réguler notre microbiote. Et on sait tous que le microbiote, il est extrêmement important pour nous, parce que ça nous permet d'être en bonne santé, de bien digérer nos aliments, et sans ces virus de bactéries, on n'aurait pas du tout le même microbiote, et probablement on ne serait pas capable de manger les choses qu'on mange actuellement, et on ne serait pas dans le même état de santé. Et donc, voilà, les virus, c'est pas que la face sombre des maladies, mais c'est également des entités qui ont un rôle bénéfique pour notre santé. Alors on l'entend, ils contribuent à façonner nos organismes, mais ces virus-là, ils ont aussi contribué à façonner nos civilisations. Avant le XXe siècle, quelles ont été les grandes épidémies qui ont le plus marqué la mémoire collective ? C'est vrai qu'en réalité, les virus, ils nous accompagnent depuis des millénaires. Et il y a eu historiquement des grandes pandémies qui ont marqué l'histoire de l'humanité. On peut citer par exemple la poliomyélite, donc qui est liée à un virus qui s'appelle le poliovirus, et c'est un virus qui existe depuis extrêmement longtemps, puisqu'on a trouvé notamment des stèles égyptiennes qui reflètent des personnes qui avaient été infectées par le poliovirus. On voit bien les symptômes qui sont proches de ce qu'on connaît de ce virus-là, et puis dans des momies égyptiennes, on a également trouvé des traces de génome du poliovirus. Donc c'est un virus qui existe depuis très très longtemps. Il a marqué, lui, notre histoire, parce que il y a eu des pandémies de poliovirus extrêmement marquées qui ont provoqué des dommages très importants sur la santé humaine, avec des paralysies. On connaît également l'expression t'as la poliomyélite, c'est une expression qui vient de cette maladie-là, parce qu'en réalité, c'est un virus qui peut provoquer des destructions de neurones et donc des paralysies qui impactent forcément la mobilité des personnes infectées. Donc ça, c'est un virus qui est extrêmement marquant dans notre histoire. Il existe toujours. Moi, j'ai fait ma thèse sur le poliovirus il y a 25 ans, et je terminais ma thèse en disant on va éradiquer ce virus-là parce qu'on a accès à la vaccination. Mais en réalité, même avec une vaccination efficace, on n'arrive pas à éradiquer ce virus-là. Et donc, il y a toujours des cas de poliomyélite actuellement. Mais par contre, il y a un autre virus qui historiquement a affecté l'histoire de l'humanité, qui est le virus de la variole. Et lui, ce virus de la variole, on a réussi à le vaincre. Et c'est le seul virus qu'on a réussi à éradiquer. Et on a réussi à l'éradiquer grâce à quoi ? Grâce à la vaccination. Alors à l'époque actuelle, où il y a beaucoup de défiance sur la vaccination, où on peut voir pas mal de craintes vis-à-vis des vaccins, notre histoire montre que grâce à la vaccination, on a pu vaincre des maladies donc comme la variole. Et puis après, il y a beaucoup d'autres virus qui ont marqué notre histoire et qui sont toujours présents, tels que la rougeole, par exemple. La rougeole, c'est un virus qui réapparaît actuellement, notamment par des défauts de vaccination, mais c'est un virus qui a
réellement impacté nos civilisations. Aux côtés de la variole, c'est probablement le virus de la rougeole qui est responsable de l'effondrement de certains empires, comme les empires aztèques ou mayas, qui ont été décimés par des épidémies virales. Et donc, on voit l'impact que ça a pu avoir sur notre histoire. Alors, on va parler des virus émergents. Donc, ça fait peur tout de suite quand on parle de virus émergents. Quand est-ce qu'on dit d'un virus qu'il est émergent, justement ? Alors oui, on peut avoir peur des virus émergents, en effet, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de virus émergents en réalité, et il y a beaucoup de virus qui émergent. Heureusement, la plupart d'entre eux n'ont pas les conditions favorables pour provoquer des épidémies. Donc quand on parle d'un virus émergent, c'est un virus qui apparaît chez un nouvel hôte qu'on ne connaissait pas initialement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les virus ne se créent pas spontanément, et donc quand on parle d'un virus émergent chez l'homme, ça veut dire que c'est un virus qui apparaît pour la première fois en population humaine. On peut tempérer cette définition parce qu'en réalité, on parle également de virus émergents quand c'est des virus qui apparaissent dans des nouveaux territoires géographiques. Par exemple, un virus qu'on connaît bien, le virus Ebola, il n'est pas présent en Europe. Si un jour il arrive en Europe, on va dire que c'est un virus qui est émergent en Europe parce qu'il apparaît dans un nouvel environnement géographique. Et donc la définition des virus est émergent, elle est multiple. Mais en réalité, quand on parle vraiment d'un virus émergent, c'est un virus qui va être au final impactant sur la santé humaine ou sur la santé animale. Alors il y a une période un peu particulière qui est située entre les années 50 et les années 80 et que vous qualifiez de parenthèse d'optimisme sanitaire, qui serait même naïve et qui prend fin en 1981 avec l'épidémie de VIH. Et vous pouvez écouter là-dessus les travaux de Martin Peters qu'on a reçus dans ce studio et qui évoquent un peu l'origine de cette épidémie. Vous en parlez dans votre livre. Qu'est-ce que cette épidémie de VIH, elle révèle de nos fractures sociétales ? Oui, c'est vrai que avant la pandémie de VIH, on avait l'impression d'être dans un confort sanitaire parce que on avait les antibiotiques qui étaient efficaces. On venait de vaincre la variole grâce à la vaccination, mais je rappelle que c'est le seul virus qu'on a finalement réussi à éradiquer. Et donc on avait l'impression d'être un peu à l'abri de ces nouvelles épidémies. Et puis est arrivé le VIH. Alors le VIH, il a eu un impact énorme parce que c'est un virus qu'on ne connaissait pas du tout et c'est un virus qui est au départ une maladie animale, c'est un virus qui s'est transmis des primates à l'homme et très rapidement il y a eu une explosion du nombre de cas de VIH sur la totalité du globe. Ça a commencé par des cas isolés et puis après une propagation rapide et c'est un virus qui symbolise bien notre fracture sociétale aussi parce que durant la pandémie VIH, il y a eu beaucoup de stigmatisation, notamment vis-à-vis de la communauté homosexuelle qui a été désignée comme étant la communauté la plus exposée au VIH, alors qu'en réalité, le VIH est un virus qui peut toucher tout le monde et donc du coup c'est un virus qui a fait peur, c'est le premier virus moderne qui a fait vraiment peur et cette peur-là a engendré en effet beaucoup d'inquiétudes, de la stigmatisation et au final on voit qu'actuellement le VIH c'est toujours un problème de santé publique et il y a toujours de la stigmatisation vis-à-vis du VIH. Donc ça fait plus de 40 ans qu'on connaît ce virus, beaucoup de recherches sur ce virus-là et on voit que malgré tout, il y a toujours des craintes, de la peur et puis beaucoup d'inconnus encore sur ce virus-là. Ça révèle également les fractures nord-sud. J'imagine aujourd'hui, le sida continue de tuer essentiellement au sud. Exactement, ça traduit très largement ces frontières nord-sud qui sont très prégnantes pour de nombreux virus et c'est marquant également pour le VIH avec en effet toujours un nombre de cas très important de VIH dans certains pays, notamment africains, où la problématique est notamment la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Et de nos jours, le VIH, on peut, on va dire, le contenir grâce à des thérapies, notamment la trithérapie, mais ça reste extrêmement compliqué dans les pays à ressources limitées parce que ça nécessite des moyens financiers, de diagnostic aussi pour identifier que telle ou telle personne est infectée par le VIH et ça reflète bien nos fractures. Malheureusement, on n'est pas égaux vis-à-vis de différentes maladies entre le nord et le sud et sur les maladies infectieuses émergentes ou non émergentes, c'est quelque chose qui est encore plus marquant. Alors une autre épidémie dont on parle malheureusement en ce moment, c'est celle d'Ebola. Ebola qui a été découvert en 1976, il est ressurgi en 2014, puis en 2018, puis aujourd'hui. C'est aussi une zoonose. Et quel est son réservoir à ce virus ?
Oui, le VIH, c'est également une zoonose, c'est-à-dire un virus d'origine animale. Malheureusement, la grande majorité des virus qui émergent en population humaine sont en réalité d'origine animale. Pour le virus Ebola, on a encore quelques zones d'ombre sur les réservoirs, ou le réservoir animal principal du virus Ebola, mais dans la communauté scientifique, c'est admis d'une façon globale que le réservoir principal, c'est la chauve-souris. Par la suite, le virus il se transmet à d'autres espèces animales, puis à l'homme, ou alors directement de la chauve-souris à l'homme. Et c'est un virus symbole un peu également de l'émergence virale d'une façon globale, et également d'à quel point les activités humaines peuvent influencer les émergences virales, parce que Ebola, c'est un virus qui flambe régulièrement, on le voit encore actuellement, principalement lié aux activités humaines qui rentrent en contact avec ces réservoirs animaux et qui favorisent le passage du virus de l'animal à l'homme, puis de l'homme à l'homme. Et l'épidémie actuelle, vous la jugez préoccupante, vous, en tant que virologiste ? L'épidémie actuelle, elle est particulière parce qu'elle est liée à un type d'Ebola qu'on connaît très peu par rapport aux épidémies d'Ebola précédentes. Et donc, on n'a pas à disposition de vaccins ou de traitements vis-à-vis de ce type d'Ebola en particulier. Donc ça, c'est déjà une source d'inquiétude. Et en plus, l'épidémie actuelle d'Ebola, elle a lieu dans une zone géographique assez difficile d'accès, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour lesquels il est difficile de faire des diagnostics, probablement difficile également d'isoler les personnes infectées, et donc c'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé a tiré très rapidement la sonnette d'alarme, parce que nouveau type d'Ebola impliqué dans une épidémie sans précédent, dans un contexte géographique particulier, forcément c'est quelque chose pour lequel il faut avoir une vigilance accrue. Alors vous évoquez une autre menace dans votre ouvrage, celle des arbovirus. Alors qu'est-ce que c'est un arbovirus ? Alors, les arbovirus, c'est un terme générique qui désigne tous les virus qui peuvent être transmis par les insectes. Et il y en a beaucoup. Les virus qui peuvent être transmis notamment par les moustiques, ce sont ceux dont on parle le plus, mais également d'autres insectes peuvent transmettre les virus, tels que les tiques ou encore des petits insectes piqueurs, qu'on appelle souvent des moucherons, qui s'appellent des phlébotomes ou des culicoïdes, qui peuvent également transmettre des maladies. Et on voit très clairement en Europe une augmentation du nombre de cas de ces virus transmis par les insectes. Phlébotomes, on en parle pour les chiens, non ? Je crois que j'ai reçu une alerte de mon cabinet veto sur les phlébotomes. Tout à fait. Mais d'ailleurs, les maladies d'une façon générale, et les maladies virales en particulier, ne touchent pas que les humains. Et souvent, on a un tropisme centré sur la santé humaine, mais en réalité, c'est également des problématiques que rencontrent aussi les animaux. Alors justement, donc dans ces arbovirus, il y a Zika, chikungunya, virus du Nil occidental, tout ça, ça sonne très exotique, c'est de moins en moins le cas. Vous dites que notamment le virus de la dengue a trouvé un terrain très favorable dans le sud de la France. Qu'est-ce qui favorise ça ? Oui, c'est vrai pour le virus de la dengue, c'est également vrai pour le chikungunya, et malheureusement, ça sera également probablement vrai pour d'autres virus transmis par les moustiques par la suite. C'est notamment lié à la présence de moustiques tigres. Donc le moustique tigre, qui s'appelle de son nom scientifique Aedes albopictus, c'est un moustique invasif qui s'étend progressivement sur toute la France. Quasiment la quasi-totalité des départements de la France métropolitaine sont maintenant colonisés par le moustique tigre. C'est d'autant plus vrai dans le sud de la France parce que ça fait longtemps que le moustique tigre est installé et on se retrouve avec des densités de moustiques parfois extrêmement importantes, notamment parce que les conditions climatiques dans notre région, ensoleillées, sont favorables avec des températures qui permettent à ce moustique-là de proliférer à son aise. Alors on parle du moustique tigre, mais on a le moustique commun qu'on appelle le Culex pipiens, il n'est pas inoffensif non plus. Qu'est-ce qu'il peut nous transmettre comme maladie virale ? C'est vrai qu'on en parle moins, mais en fait, la menace, elle vient pas que des moustiques, elle vient pas que du moustique tigre. Le moustique commun peut transmettre des maladies, et notamment le virus du Nil occidental. On connaît bien dans la région, parce qu'en réalité, le premier cas d'infection au virus du Nil occidental a eu lieu en Camargue, il y a maintenant plus d'une 60aine d'années, et c'est un virus qui n'est pas émergent, mais qu'on pourrait considérer comme réémergents dans certaines zones géographiques et pour lesquelles on observe une augmentation du nombre de cas. Par exemple, l'année dernière, la région parisienne a identifié pour la première fois des cas de virus du Nil occidental et la France a connu ses 3 premiers décès liés à ce virus-là.
et c'est donc un virus qui est transmis par le moustique commun, présent sur toute l'Europe et sur toute la France. Alors les virus n'ont pas de jambes, ça se saurait, et pourtant on voit qu'ils se... Et pourtant on voit la facilité qu'ils ont à se déplacer. Alors là on vient de citer l'exemple des insectes vecteurs, mais quels sont les autres moyens qui permettent au virus de se déplacer? Par exemple pour le Covid, c'était les gouttelettes, c'est ça? Oui, alors c'est un peu le paradoxe des virus, je l'ai dit tout à l'heure, les virus c'est complètement inerte, et pourtant c'est les pathogènes qui se propagent le plus rapidement à la surface du globe. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plusieurs moyens de se transmettre. Ils peuvent se transmettre en effet par les gouttelettes respiratoires. Même quand on parle, on excrète des petites gouttelettes en suspension qui peuvent contenir du virus, et donc c'est une transmission qui se fait par voie respiratoire. Ils peuvent se transmettre par les vecteurs. Ils peuvent se transmettre également par contact rapproché. Ils peuvent se transmettre également, notamment par voie sexuelle, on en connaît plusieurs, on parlait du VIH tout à l'heure, et puis ils peuvent se transmettre également par des objets contaminés, des téléphones, des poignées de porte, etc. Et en fait, les virus ont donc des modes de transmission extrêmement variés, qui varient d'un virus à l'autre, et puis certains virus sont capables de se transmettre de différentes façons. Par exemple, le virus Zika est un virus qui se transmet par les moustiques, mais il se transmet également par voie sexuelle. Et ça, pour certains virus, ça rend encore la situation plus complexe à appréhender. Alors dans la troisième partie de votre ouvrage, vous revenez sur ce que vous appelez les racines de l'émergence et vous parlez notamment, comme on l'a évoqué, des réservoirs animaux. Alors il y en a plusieurs, on a parlé des chauves-souris, les rongeurs, même les oiseaux, les grands singes, les dromadaires avec le MERS virus. Comment font tous ces virus pour pouvoir passer de ces animaux à l'homme ? Est-ce qu'il y a une particularité chez eux qui leur permet justement de s'adapter à des hôtes aussi différents ? Oui, donc en réalité, il y a beaucoup de virus présents chez les animaux. Il y a une toute petite fraction d'entre eux qui sont capables de passer de l'animal à l'homme. Pourquoi cette capacité à changer d'hôte ? C'est parce que les virus ont une extraordinaire capacité à évoluer, à muter. Ils ont la capacité d'accumuler un grand nombre de mutations, et comme un virus qui infecte une cellule se multiplie très rapidement et produit des millions de copies de lui-même, parmi ces millions de copies de lui-même, il y a bien souvent une copie qui est plus à même de se propager que d'autres. Et donc, même chez les animaux, il y a une grande diversité de virus avec une grande diversité de copies différentes de ce même virus. Parfois, malheureusement, une de ces copies est capable de se transmettre à l'homme et de provoquer des émergences virales. Cette plasticité, cette particularité, c'est propre au virus ou il y a d'autres organismes vivants qui sont capables de ces mutations ? Oui, alors il y a d'autres organismes vivants qui mutent. On connaît par exemple les bactéries et leur capacité notamment à développer des résistances aux antibiotiques. Ça, c'est une grande problématique qui émerge. Mais les virus, dans le monde du vivant, sont ceux qui ont la plus grande capacité de mutation par leur vitesse de multiplication à l'intérieur des cellules. Et comme ce sont des parasites intracellulaires obligatoires, ils se multiplient toujours à l'intérieur d'une cellule. Et c'est là qu'ils vont accumuler un grand nombre de mutations. Et donc, dans le monde du vivant, les virus, ce sont les champions de l'évolution, et c'est pour ça qu'on est confronté de plus en plus à ces émergences virales par leur capacité d'évolution extrêmement rapide. Alors on a compris en vous écoutant que l'homme a une grande part de responsabilité dans tout ça, que ce soit par la déforestation, que ce soit par sa contribution au réchauffement climatique, mais on a aussi une capacité de riposte, fort heureusement, et c'est l'objet de votre quatrième partie. On n'a jamais eu autant de moyens donc, de lutter contre les virus, notamment grâce aux avancées scientifiques. Les trois piliers de cette recherche, ce sont la virologie, l'immunologie, la génomique, mais le problème c'est que des virus, il y en a beaucoup. Alors comment on choisit sur quoi on travaille ? Oui, c'est important de souligner que face à toutes ces menaces-là, on a des solutions. On a des solutions. Et les solutions résident notamment dans l'anticipation. On est souvent dans la réaction vis-à-vis des épidémies. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec le Mpox, anciennement variole du singe, avec Ebola, etc. On est souvent en réaction. Donc là, maintenant, l'idée, c'est de pouvoir être plus en anticipation. Et comment on anticipe éventuellement l'émergence d'un nouveau virus ? Là, ça nécessite notamment de développer des programmes de recherche qui vont rechercher les virus présents chez les animaux. Comme la plupart des virus qui vont être responsables des épidémies à venir viennent déjà des animaux, si on développe des programmes de recherche qui recherchent bien et qui étudient ces virus à l'intérieur même des animaux, on sera plus à même d'anticiper la menace à venir. Et alors, parmi les armes dont on dispose, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a les vaccins. Quelles sont les grandes maladies virales contre lesquelles la mise au point d'un vaccin, ça reste un défi qu'on n'a pas encore atteint ? Oui, alors la vaccination, elle nous a permis de contrôler
bon nombre de maladies virales, mais malheureusement, c'est pas évident d'avoir des vaccins disponibles pour tout virus. Et un exemple symbole, c'est le VIH. On en parlait tout à l'heure. Malheureusement, pour le VIH, il y a encore de grandes difficultés à élaborer des vaccins parce que, notamment, c'est un virus qui évolue très rapidement et donc c'est difficile d'avoir un vaccin qui va pouvoir protéger contre le VIH. Alors, quand vous parlez de vaccin, on imagine tout de suite une aiguille, une injection. Mais vous parlez aussi de nouvelles formes de vaccins. On pourrait se vacciner avec des patchs, des sprays nasaux, des capsules à ingérer. C'est quelque chose qui va arriver bientôt ou qui existe déjà ou c'est encore loin ? Oui, alors les techniques vaccinales évoluent très rapidement. Et notamment, il y a beaucoup de programmes de recherche qui restent encore pour l'instant à l'étape de programmes de recherche plus ou moins avancés pour trouver des alternatives. Des alternatives, alors d'abord qui vont éviter la piqûre. On sait que certaines personnes n'aiment pas la piqûre et ça peut être un frein à la vaccination, mais aussi pour avoir une vaccination plus efficace. Par exemple, pour les virus respiratoires, un défaut de la vaccination, c'est qu'elle est souvent pas pérenne dans le temps et qu'elle n'empêche pas la transmission. Bien souvent, on l'a vu avec le Covid, le vaccin est efficace, mais il ne freine pas globalement la transmission. Et donc, il y a des nouvelles technologies qui se développent, notamment des vaccins en spray oral. L'idée est de pouvoir vacciner et de protéger la muqueuse respiratoire, de telle façon à bloquer le virus très tôt, avant qu'il puisse se multiplier et donc de ce fait de bloquer la transmission. Et donc ça va être des vaccins qui sont en phase avancée de développement, qui vont permettre à la fois une meilleure efficacité et puis également une administration qui va être plus simple. Alors le temps passe très vite. Vous nous avez parlé donc de cette nouvelle approche, notamment qui passe par la surveillance animale. Donc c'est ce qu'on appelle l'approche One Health que vous développez aussi dans votre laboratoire. On comprend en vous écoutant que finalement, donc ça, l'approche One Health, ça va être quelque chose pour les chercheurs, mais c'est aussi l'affaire de tous finalement. Donc quels sont les gestes, si c'est le message qu'on doit laisser aux auditeurs parce que c'est le message de votre livre, quels sont les gestes, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier pour justement prendre tous part à cette lutte contre les virus ? Oui, tout à fait. Je disais que la riposte, elle était en marche. Donc la riposte, elle est scientifique, mais elle doit également être citoyenne. Et en fait, on a tous un rôle à jouer pour limiter la propagation des maladies virales. On l'a vu par exemple avec le Covid, où le fait de se laver les mains, de porter des masques, ça a limité la transmission virale. Eh bien, on peut également transposer ça au fait que on est de plus en plus confronté à des maladies transmises par les moustiques. Les moustiques, ils viennent pas de nulle part. Eh bien, ils pondent des œufs dans des eaux stagnantes. On a tous un rôle à jouer en essayant de limiter les eaux stagnantes qu'on peut avoir dans son jardin, sur sa terrasse, pour limiter la quantité de moustiques. Et si on limite la quantité de moustiques, on va limiter également la quantité potentiellement de virus transmis par ces moustiques. Donc, en effet, la réponse, elle est scientifique, mais aussi avant tout citoyenne. Un grand merci Yannick Simonin et pour cette lecture qu'on a vraiment beaucoup aimée et pour cette émission, c'était passionnant. C'est déjà fini, donc un grand merci à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, restez branchés. Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de relativisme absolu. Inversion complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots. Allume la science.